Des quartiers entiers de Denver sont devenus des zones à éviter, non pas à cause des gangs ou de la criminalité, mais à cause des semi-remorques. Des milliers de semi-remorques jonchent les rues, laissant fuir des eaux usées, brûlant leurs générateurs et bloquant la circulation. Il y a 2 ans, on en comptait 900. Aujourd'hui, plus de 3000. Le problème n'a pas commencé avec le sans-abrisme. Il a commencé avec l'effondrement du marché des semi-remorques, qui a déversé des véhicules saisis dans des villes déjà submergées par le coût du logement. Lorsque les municipalités réagissent, elles dépensent des millions sans rien réparer. Et si vous pensez que c'est un problème propre à Denver, attendez de voir à quelle vitesse ce fléau se propage dans votre quartier. Ce qui se passe? Commençons par ce que l'on voit en ce moment en traversant Denver. Federal Boulevard entre Alameda et la 6e avenue. Brighton Boulevard de la 38e rue jusqu'à la 51e. West Colfax entre Sheridan et Kipling. Les accès aux sentiers de la rivière Platte près du magasin phare de REI, un comble d'ironie. Des pâtés de maisons entiers où chaque place de parking disponible est occupée par un Range Rover. Non pas éparpillés au hasard, mais regroupés, car quand on vit dans un véhicule de cette taille, on a besoin d'être près d'autres personnes dans la même situation, pour des raisons de sécurité, d'information et d'entraide. Le budget municipal de l'exercice 2025 a alloué 18,7 millions de dollars spécifiquement à la gestion, au nettoyage et aux interventions d'urgence liées au camping-car. Ce montant se décompose comme suit: 4,8 millions pour le remorquage et la mise en fourrière, 7,2 millions pour le nettoyage des rues et l'enlèvement des déchets dans les zones de campement de camping-car, 3,9 millions pour le renforcement de la présence policière et des interventions d'urgence, et 2,8 millions pour le dégagement des véhicules d'urgence lorsque les camping-cars présentent un risque d'incendie ou bloquent des infrastructures essentielles. 18,7 millions de dollars. Et pourtant, chaque mois, le même nombre de camping-cars est toujours stationné dans les rues de Denver. Car la répression ne résout pas le problème du sans-abrisme. Elle ne fait que le déplacer à grands frais, tout en détruisant la stabilité, aussi minime soit-elle, que les gens avaient réussi à instaurer. Permettez-moi maintenant de vous expliquer précisément comment nous en sommes arrivés là, car rien de tout cela n'était imprévisible. Du crash budgétaire à la crise de rue, retour en 2024. L'industrie des RV traverse une période que les économistes étudieront pendant des décennies. La surproduction durant la pandémie, alimentée par une hausse temporaire de la demande, a créé un excédent d'offres que les constructeurs ne parvenaient pas à écouler assez rapidement. Les concessions automobiles du pays se sont retrouvées avec des stocks invendus. Les principaux constructeurs ont commencé à se déclarer en faillite. Et les organismes de crédit qui avaient financé des centaines de milliers d'achats de RV se sont soudainement retrouvés face à un problème majeur. Des emprunteurs incapables de rembourser des actifs qui se dépréciaient et qui valaient la moitié de leur prix d'achat 18 mois auparavant. La vague de saisie a frappé fort et vite. Rien qu'en 2024, les créanciers ont saisi environ 78 000 caravanes RV à travers le pays. Ces chiffres proviennent des données de vente aux enchères de véhicules en gros compilées par Manheim et ADESA, les 2 plus grands réseaux de vente aux enchères de véhicules en Amérique du Nord. Ces véhicules ont inondé le marché de l'occasion. Des RV qui se vendaient neuves 65 000 $ en 2021 se vendaient aux enchères entre 9 000 et 14 000 $. Des caravanes à sellettes qui coûtaient 40 000 $ neuves se vendaient entre 6 000 et 8 000 $. Et des familles désespérées qui venaient de perdre leur logement locatif à cause de la flambée des prix ont vu dans ces ventes aux enchères une véritable bouée de sauvetage. Voici le raisonnement qui paraissait logique à des milliers de personnes à l'époque. Début 2024, le loyer médian d'un appartement 2 pièces à Denver atteignait 2 400 $ par mois. Premier et dernier mois de loyer, dépôt de garantie et justificatif de revenus équivalent à 3 fois le loyer. Il fallait environ 7 000 $ en liquide, rien que pour emménager, sans compter les documents prouvant un revenu annuel de 86 000 $. La plupart des familles qui travaillent n'ont pas 7 000 $ d'économie, ni ne gagnent 86 000 $ par an. Mais elles peuvent disposer de 10 000 $ provenant de la vente de biens, du retrait d'un petit compte retraite ou d'un emprunt familial. Et soudain, une caravane de 8,5 mètres est mise aux enchères pour 11 000 $. On peut y vivre, la garer où on veut. C'est un toit. Le calcul semble parfait. Sauf que non. En 6 mois, voici ce qui se passe. Le RV doit être immatriculé, ce qui nécessite une preuve d'assurance et une adresse. Or, vous vivez dans le RV, vous n'avez donc pas d'autre adresse. Les compagnies d'assurance refusent soit de couvrir une résidence principale dans un RV, soit appliquent des tarifs commerciaux de 300 $ par mois. Impossible pour vous le permettre. Vous laissez donc votre assurance expirer. Sans assurance, impossible d'immatriculer le véhicule. Sans immatriculation,
Vous êtes en infraction partout où vous vous garez. Pendant ce temps, le RV tombe en panne car c'est un modèle de 17 ans, mal entretenu, vendu en l'état aux enchères. Le réfrigérateur cesse de fonctionner. Le chauffe-eau lâche. Les vérins de stabilisation se bloquent. Le mécanisme d'extension se coince. Chaque réparation coûte des centaines, voire des milliers de dollars. Vous continuez à travailler, mais chaque dollar est consacré à votre survie immédiate. Puis, le moteur lâche. Ou la boîte de vitesse. Et voilà, votre RV est immobilisée. Elle reste là où elle est tombée en panne. Impossible de payer le remorquage ou les réparations. Alors, vous restez sur place. Les contraventions s'accumulent. 50 $ pour dépassement de la limite de 72 heures. 75 $ pour entrave à l'accès à un commerce. 150 $ pour stationnement irrégulier. 200 $ pour déversement d'eau grise dans la rue, faute de mieux. Impossible de payer. Les amendes se transforment en mandats d'arrêt. Ces mandats entraînent la suspension d'une immatriculation déjà suspendue. Finalement, la ville remorque votre RV, vous facture 2300 $ pour la récupérer. Et comme vous ne pouvez pas payer, elle la vend à la casse. Permettez-moi de vous emmener maintenant à l'intérieur de ces campements, car ce que vous allez voir, c'est ce qui se produit lorsque l'échec des politiques publiques rencontre le désespoir humain à grande échelle. Si vous trouvez cela instructif, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres enquêtes de ce genre sont à venir. À l'intérieur des campements. Boulevard fédéral à l'angle de la 10e avenue. 32 camping-cars RVE sont stationnés sur 4 pâtés de maisons. Des camping-cars de classe C, des caravanes à sellettes, quelques bus scolaires aménagés. Ce n'est pas du stationnement aléatoire, mais la formation d'une communauté dans des conditions impossibles. Les gens se regroupent car la sécurité réside dans le nombre et ils partagent des informations sur les rues nettoyées et leurs horaires, les zones surveillées par les agents de stationnement, les points d'eau et les toilettes publiques gratuites les plus proches. Passez dans le quartier à 7 heures du matin et vous verrez des gens se préparer pour aller travailler. Une femme en blouse médicale se rend à son poste à l'hôpital. Un homme en gilet haute visibilité marche vers un chantier à 3 rues de là. Un adolescent, sac à dos sur les épaules, se dirige vers l'arrêt de bus pour aller à l'école. Ce ne sont pas des gens qui ont baissé les bras, mais des gens qui essaient encore de mener une vie normale malgré des conditions qui rendent la normalité presque impossible. Voici ce que la ville ne veut pas que vous voyiez. La crise des infrastructures que les maisons mobiles, RV, engendrent sans installation adéquate. Chaque RV possède 3 réservoirs. La capacité en eau potable est généralement de 30 à 40 gallons, soit environ 4 jours de consommation modérée pour boire, cuisiner et se laver occasionnellement. Les eaux grises provenant des lavabos et des douches remplissent un autre réservoir de 30 à 40 gallons. Les eaux noires, c'est-à-dire les eaux usées des toilettes, remplissent un réservoir séparé d'une capacité similaire. Dans un appartement, on ouvre le robinet et l'eau coule. On tire la chasse d'eau et c'est évacué. Mais dans une RV, il faut remplir manuellement le réservoir d'eau potable et vider manuellement les réservoirs d'eau usée. Et Denver ne compte aucune station de vidange publique pour les RV sur son territoire. Alors, que se passe-t-il? Les gens déversent leur TO, d'eau grise dans les égouts pluviaux. Ils utilisent les toilettes publiques des stations-service, des supermarchés, des bibliothèques, partout où ils peuvent trouver des toilettes. Ils évitent d'utiliser les toilettes publiques car, une fois la fosse septique pleine, ils doivent se rendre à une station de vidange qui facture 25 $ par utilisation et cela nécessite que les toilettes fonctionnent, ce que beaucoup ne font plus. Certains bricolent des branchements illégaux sur les bornes d'incendie pour s'approvisionner en eau. D'autres se branchent illégalement sur les boîtiers électriques pour avoir de l'électricité. Ce ne sont pas des actes malveillants, mais des adaptations de survie face à l'absence totale d'infrastructures légales pour répondre aux besoins humains fondamentaux. Il y a ensuite le risque d'incendie. Les systèmes au propane, les installations électriques alimentées par des générateurs ou des câblages vétustes, les radiateurs d'appoint dans les logements dont l'isolation se détériore. Les pompiers de Denver sont intervenus 47 fois dans des maisons mobiles de type RV en 2024, contre 11 en 2022. Les incendies dans ces maisons mobiles se propagent rapidement, car ce sont essentiellement des habitations mobiles construites en fibre de verre, contreplaqué et aluminium. Lorsqu'un incendie se déclare, il menace tout ce qui se trouve aux alentours. La violence et le dysfonctionnement qui règnent dans certains de ces campements ne sont pas dus au fait que les gens y vivent, mais au fait qu'ils y vivent sans aucun service, sans stabilité et sans espoir d'amélioration, sous la menace constante d'être déplacés. Prenez n'importe quelle population, supprimez tous ces systèmes de soutien, ajoutez-y un stress et une instabilité constants,
et le dysfonctionnement apparaît. La solution ne réside pas dans un renforcement des mesures répressives, mais dans le développement des infrastructures. Permettez-moi maintenant de vous montrer ce que Denver fait réellement et pourquoi c'est la façon la plus coûteuse de ne rien accomplir. L'échec coûteux. Voici comment se déroule une opération coordonnée de démantèlement de campements de camping-cars. Des avis sont apposés sur les pare-brises 72 heures à l'avance. Le jour de l'opération, la police arrive en premier pour établir le périmètre. Viennent ensuite les services techniques avec leurs camions et leur matériel. Puis, les dépanneuses arrivent avec leurs Useman, plateaux robustes capables de transporter des camping-cars de 12 mètres. Les agents frappent à chaque porte de camping-car. Sortie immédiate de tous les occupants. Vous avez 20 minutes pour prendre l'essentiel. Le reste sur place. Les crochets de remorquage sont fixés, les camping-cars sont soulevés et emmenés dans des fourrières situées aux extrémités de l'agglomération. Le remorquage d'un camping-car de classe A coûte entre 1 800 et 3 200 $, selon sa taille et la distance. La ville sous-traite ce service. Les contribuables avancent les frais. Le propriétaire du camping-car reçoit un avis, l'informant qu'il dispose de 14 jours pour payer les frais de remorquage, plus les frais de gardiennage journaliers, afin de récupérer son véhicule. Le gardiennage coûte entre 60 et 90 $ par jour. Ainsi, si vous ne réunissez pas 2 000 $ en 2 semaines, votre camping-car est mis aux enchères. Or, personne ne possède 2 000 $. Il ne les récupère donc jamais. Denver a mené 117 opérations de démantèlement de campements de sans-abri, RVI, au cours de l'exercice 2024. Le coût moyen de chaque opération s'élève à 26 000 $. Cela représente 3,04 millions de dollars dépensés pour des opérations qui n'ont permis à personne d'accéder à un logement stable, à personne d'être mis en relation avec des services permanents, et aucune situation ne s'est améliorée. Les sans-abri se sont déplacés, les personnes se sont dispersées, et en quelques jours ou semaines, de nouveaux campements se sont formés ailleurs. La plupart des villes disposent de 3 ou 4 fourrières adaptées aux voitures et aux camionnettes. Dès qu'on commence à y entreposer des camping-cars de 12 mètres et des caravanes de 9 mètres, l'espace est immédiatement saturé. Denver ne possède pas d'infrastructure de fourrière dédiée aux véhicules de grande taille. Ces véhicules sont donc entreposés dans des fourrières privées sous contrat, y restent pendant la période de détention obligatoire, puis sont vendus aux enchères à la ferraille. Ils ne sont pas revendus en état de marche, mais achetés par des entreprises de récupération pour leurs pièces détachées et leur métal. Un camping-car acheté 12 000 $ et habité par son propriétaire est vendu 800 $ à la ferraille. Une perte totale pour tous. Le propriétaire perd son logement et ses biens. Le contribuable paye des milliers de dollars pour le remorquage et le traitement. Et la crise persiste. Les équipes de nettoyage des rues interviennent après les opérations de balayage. Les campements de fortune génèrent une quantité importante de déchets, car leurs occupants n'ont pas accès aux services de collecte des ordures. La ville a alloué un budget de 7,2 millions de dollars au renforcement du nettoyage dans ces zones, en dehors du budget d'entretien courant des rues. Ce budget couvre uniquement les coûts supplémentaires liés à la gestion des conséquences de ces campements. Enlèvement des déchets, nettoyage des graffitis, traitement des eaux grises polluées, ramassage des seringues et des objets abandonnés. Autant de problèmes évitables grâce à des infrastructures adéquates, autant de coûts importants en leur absence. Voici un calcul absurde qui devrait indigner tous les contribuables. Denver a dépensé 18,7 millions de dollars pour faire respecter la réglementation relative aux véhicules à occupation multiple, RVE, en 2025. Cette somme permettrait de loger 623 familles dans des logements sociaux permanents pendant 1 an, au coût moyen national de 30 000 $ par logement et par an. Elle suffirait également à faire fonctionner 12 parkings sécurisés RV complets, avec tous les services nécessaires. Enfin, elle permettrait d'offrir une aide au relogement rapide à plus de 1000 personnes. Au lieu de cela, cet argent a servi à des opérations de remorquage, de nettoyage et de déblaiement qui n'ont rien résolu et ont même empiré la situation. Mais l'échec de l'approche de Denver révèle quelque chose d'encore plus important sur la façon dont les villes réagissent aux crises qu'elles refusent de reconnaître. L'illusion du confinement. Voici le défaut fondamental de la stratégie de Denver, axée sur la répression. On ne peut pas résoudre le problème des milliers de véhicules stationnés illégalement, RRV, par la simple mise en fourrière. Le calcul est impossible. Même si la ville menait des opérations de contrôle chaque semaine, même si elle mettait en fourrière tous les RV rencontrés, de nouveaux véhicules arriveraient sans cesse, car les causes profondes restent inchangées. Le logement est toujours inabordable. Le marché des véhicules saisis est toujours saturé de RV à bas prix. Les gens ont toujours besoin d'un toit, et en l'absence d'infrastructures légales, ils continueront de se garer n'importe où. On ne peut pas non plus résoudre ce problème par la seule répression.
Le système carcéral de Denver n'est pas conçu pour accueillir des milliers de personnes dont le seul crime est de vivre sans logement. Les tribunaux n'approuveront pas l'incarcération massive pour des infractions de stationnement. Et même s'ils l'approuvaient, dès leur libération, ces personnes se retrouvent dans les mêmes bidonvilles ou à la rue, avec encore moins de ressources. On ne peut ignorer non plus les problèmes de santé et de sécurité publique. Les bidonvilles sans station de vidange sont source de pollution. Ceux sans électricité utilisent des générateurs qui génèrent du bruit et des émissions. Les bidonvilles en mauvais état présentent des risques d'incendie. Ce sont des problèmes bien réels qui affectent les quartiers, mais les traiter uniquement par la répression, c'est comme soigner les symptômes, sans s'attaquer aux problèmes de fond. La politique actuelle engendre un maximum de dégâts pour un coût maximal. Les personnes vivant dans les zones résidentielles perdent leur stabilité, leurs biens et toute perspective d'amélioration. Les quartiers bénéficient d'un soulagement temporaire, rapidement suivi de la formation de nouveaux campements ailleurs. Les contribuables financent des opérations coûteuses qui ne réduisent pas le nombre de sans-abri, et les responsables municipaux prétendent s'attaquer au problème alors qu'en réalité, ils le perpétuent. Ceci s'explique par un calcul politique qui privilégie l'apparence au résultat. Les opérations de police génèrent une couverture médiatique qui donne l'impression d'une action décisive. Les parkings sécurisés avec service ne font pas la une des journaux, ils fonctionnent discrètement. Mais les politiciens ont besoin d'actions visibles pour montrer à leurs électeurs qu'ils agissent. La répression se poursuit donc malgré toutes les preuves de son inefficacité, car l'alternative consisterait à admettre que le problème est plus vaste que ce que l'on veut bien reconnaître, et que les véritables solutions nécessitent des investissements dans des infrastructures qui donnent l'impression d'aider les sans-abri, ce qui est politiquement délicat. Mais voici ce que ce calcul omet. En réalité, les quartiers ne s'améliorent pas avec l'approche actuelle. Les élus se contentent de déménager, les plaintes persistent, les coûts s'envolent. Finalement, les communautés réalisent qu'elles dépensent des millions pour un remaniement coûteux qui ne résout rien. Cette prise de conscience commence à se faire sentir à Denver. Reste à voir si cela modifiera la politique en vigueur. En attendant, la crise qui frappe Denver actuellement se profile déjà dans d'autres villes, et la plupart d'entre elles commettent exactement les mêmes erreurs. Les prochaines villes Phoenix, en Arizona, connaît actuellement une croissance des campements de sans-abri qui reproduit la trajectoire observée à Denver il y a 2 ans. Les mêmes facteurs expliquent cette situation. Logement hors de prix, afflux de sans-abri suite aux saisies et formation de campements le long des zones industrielles proches de l'aéroport et au sud du centre-ville. Le conseil municipal de Phoenix a tenu une session d'urgence en août 2025 pour répondre à la multiplication des plaintes. La solution proposée ? Un renforcement des contrôles et des opérations de démantèlement. Aucune infrastructure, aucun parking sécurisé, aucun service. Simplement la recette de Denver, qui garantit à Phoenix de passer les 2 prochaines années et de dépenser des millions de dollars en vain, exactement de la même manière. À Albuquerque, au Nouveau-Mexique, le nombre de sans-abri a augmenté de plus de 200% depuis 2023. La réponse de la ville a jusqu'à présent consisté à renforcer les contrôles de stationnement et à augmenter le nombre de véhicules à remorquer. Elle met en place l'infrastructure de contrôle sans celle des services. Résultat prévisible, les coûts vont augmenter, les campements vont se déplacer et la situation ne s'améliorera pas. Boise, dans l'Idaho, est plus précoce dans le cycle, mais la tendance est la même. Le prix des logements a explosé, la ville étant devenue une destination de migration pour les personnes quittant les villes plus chères de la côte ouest. Les saisies de véhicules à moteur, RV, suite à l'effondrement du marché immobilier, se répandent dans la région. Les autorités municipales envisagent déjà des arrêtés pour limiter le stationnement nocturne des gros véhicules. Elles mettent en place des restrictions avant même que la crise ne frappe de plein fouet, ce qui signifie que lorsqu'elle éclatera, elles n'auront aucun recours légal pour les personnes sans abri. Las Vegas présente des dynamiques différentes, mais des conséquences similaires. La ville a toujours connu des cas de personnes vivant dans des véhicules, en raison de la nature transitoire des emplois liés au casino. Cependant, les campements de personnes vivant dans des véhicules, RV, ont connu une croissance substantielle ces 18 derniers mois. Las Vegas a adopté une politique de répression stricte, avec des opérations régulières de contrôle et de mise en fourrière. Le coût est important, les résultats invisibles et la crise persistent. Colorado Springs, à moins de 110 km de Denver, observe la situation de sa voisine du nord et réagit en renforçant préventivement les restrictions de stationnement. La ville tente d'éviter le scénario de Denver en interdisant le stationnement avant même qu'il ne se produise. Mais cela n'empêche pas les gens d'avoir besoin d'un abri. Cela garantit simplement que lorsqu'ils arriveront dans des caravanes, il n'y aura aucune infrastructure pour les accueillir, et les forces de l'ordre seront maximales pour les déloger. Toutes ces villes partagent des facteurs de risque clés,
des prix du logement inabordables pour les familles de la classe ouvrière, un afflux de logements sociaux saisis à bas prix suite à la crise du marché et des responsables politiques qui considèrent le sans-abrisme parmi les ménages sociaux comme un simple désagrément plutôt que comme un véritable problème de logement. Cette combinaison garantit le même sort que Denver. La seule question est celle du calendrier. Certaines villes ont 6 mois de retard sur Denver, d'autres 12. Mais toutes suivent la même trajectoire. À terme, les communautés exigeront de véritables solutions plutôt que des promesses en l'air coûteuses. La question est de savoir combien d'années et de millions seront gaspillés avant que cette prise de conscience ne se produise. Le règlement de points. Prenons du recul et analysons ce que cette crise révèle réellement. Il ne s'agit pas d'une histoire de paresse ou de mauvais choix, mais d'un véritable effondrement systémique à la croisée des marchés du logement, de l'endettement des ménages et des capacités municipales. Suivons la chaîne. Le secteur des maisons individuelles a survendu son offre pendant la pandémie, produisant des centaines de milliers de logements pour répondre à une hausse temporaire de la demande. Les organismes de crédit ont financé ces achats à des conditions agressives, à des personnes dont les revenus ne permettaient pas de supporter des mensualités à long terme sur des biens qui se déprécient. Lorsque la bulle a éclaté, les saisies ont inondé le marché secondaire. Les prix se sont effondrés et soudain, des familles, exclues du marché immobilier, se sont retrouvées face à ces ventes aux enchères, avec un calcul rationnel. Acheter une maison individuelle à bas prix, au moins on a un toit. Mais les villes n'ont construit aucune infrastructure pour accompagner ce changement prévisible. Pas de zone de stationnement légale, pas de station de vidange, aucun service. Seulement des règlements conçus pour une autre époque, où vivre dans un véhicule signifiait dormir temporairement dans une voiture, et non pas des familles vivant indéfiniment dans des camping-cars de 12 mètres. Alors, quand des milliers de personnes sont arrivées en camping-car à la recherche d'un endroit où vivre, les villes ont opté pour la répression. Opérations de contrôle, enlèvement, contravention. Des politiques qui traitent les personnes sans domicile fixe comme des criminels pour le simple fait d'être visibles. Aujourd'hui, tout le monde en subit les conséquences. Les familles vivant dans des logements sociaux délabrés, constamment menacées d'expulsion. Les quartiers accueillant des campements sans soutien ni service. Les contribuables finançant des mesures répressives, interminables et inefficaces. Les services d'urgence confrontés à des incendies et des crises sanitaires évitables. Les commerçants voyant leurs rues se transformer en zone de confinement. Personne ne tire profit de ce système. Tout le monde y perd. Et cela perdure car le réformer exigerait du courage politique pour admettre l'échec de cette approche répressive et la nécessité d'investir dans les infrastructures. Il ne s'agit pas de compassion, mais de causalité. On peut établir un lien direct entre les conseils d'administration des constructeurs, les ventes aux enchères de véhicules saisis et les rues de Denver. On peut retracer les décisions politiques qui ont créé les conditions propices à cette crise. On peut constater la réaction des municipalités qui n'a fait qu'aggraver la situation. Rien de tout cela n'était mystérieux ni inévitable. C'était prévisible, évitable et désormais irréversible tant que personne ne se décidera à trouver une solution. La crise des RVs à Denver entre dans sa 3e année avec un nombre record de ces habitations dans les rues, des coûts sans précédent et aucun plan d'infrastructure. La ville continuera de dépenser des millions en répression. Les campements continueront de se déplacer d'un pâté de maison à l'autre. La crise ne fera que s'aggraver et d'autres villes observeront ce scénario se dérouler, reproduisant chacune des erreurs commises. Car l'alternative exige de reconnaître des vérités dérangeantes. Dans les villes en expansion, le marché du logement est devenu fondamentalement inabordable pour les familles de la classe ouvrière. L'économie des petits boulots et la stagnation des salaires font qu'un emploi à temps plein ne garantit plus la stabilité du logement. Le marché du crédit à la consommation exploite la détresse des gens en leur vendant des produits qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et lorsque les systèmes dysfonctionnent à ce point, l'intervention de l'État est nécessaire. Non pas pour punir les gens d'être pauvres, mais pour fournir les infrastructures de base qui leur permettent de survivre tout en travaillant à une vie plus stable. Denver n'est pas un cas isolé, c'est un avant-goût. Le même effondrement se propage déjà dans d'autres villes du pays, de Phoenix à Portland, de Las Vegas à Boise. Nous vous avons montré à quel point ce problème est devenu répandu, et la vérité nous a nous-mêmes choqués. Regardez notre dernière vidéo pour découvrir l'ampleur de cette crise. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ce qui se passe ce soir dans les rues de Denver pourrait bien arriver bientôt dans votre quartier.